Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti et la Chine procèdent à la signature d'une convention de coopération. Et enfin dans l'actualité internationale, sport, la FIFA dévoile le format de son mondial à 48 équipes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, M. Alexis Deusseuf, avocat auprès des barreaux de Bruxelles et conseiller de l'auteur de la communication individuelle de M. Daher Ahmed Farah, a déposé le 21 novembre 2017 devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies contre l'État de Djibouti. S'est rendu à Djibouti en sa qualité de vice-président de la Fédération internationale des droits humains et c'est afin de s'informer plus particulièrement de la question des droits humains à Djibouti. La République de Djibouti a toujours collaboré et continuera de collaborer avec le mécanisme des droits de l'homme, mais déplore les actions de la Fédération internationale des droits humains et décisions prises à l'encontre de Djibouti en dépêchant l'avocat d'une partie qui a poursuivi l'État de Djibouti devant le Conseil des droits de l'homme. Par conséquent, Djibouti regrette le manque de neutralité de cette mission et invite la FIDH à revenir sur le choix de son émissaire. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi l'Assemblée nationale, l'ambassadeur de la République du Yémen, M. Abdallah Salem Al-Qurti, a rendu ce matin une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta. Le diplomate yéménite était porteur d'un message de félicitations du président du Parlement yéménite à M. Dileta Mohamed Dileta suite à son élection à la tête de l'institution parlementaire djiboutienne. Au milieu de l'entretien, les deux parties ont salué les très bonnes relations existantes entre les deux peuples frères et ont exprimé leur ferme volonté de les approfondir davantage. On reste toujours à l'Assemblée où le président du Parlement palestinien, M. Rouhi Fatouh, a transmis ce matin une lettre de félicitations à M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, suite à son élection à la tête de l'institution parlementaire djiboutienne. M. Fatouh a dans sa lettre évoqué l'excellente relation interparlementaire entre nos deux pays et a formulé ses vœux pour le renforcer davantage. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi cette cérémonie de signature que je vous dis dans le titre de convention qui a eu lieu ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le ministère des Affaires sociales et de la solidarité et l'ambassade de la République populaire de Chine. Cette signature de convention consiste à un don de riz de 1000 tonnes par la République populaire de Chine en faveur de la République de Djibouti dans l'objectif de lutter contre la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. La République populaire de Chine a répondu à l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, en faveur de la solidarité nationale pour lutter contre l'inflation engendrée dans les produits alimentaires qui est accentuée par la crise de l'Ukraine. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Hu Bin. La cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Amina, et des directeurs responsables de son département. Amis fidèles de Djibouti, comme le dit Excellence le ministre, le gouvernement chinois y a attaché une grande importance compréhension. C'est engagé à soutenir le gouvernement et le peuple djiboutien dans leurs efforts contre la pénurie alimentaire. Surtout dans de 57 tonnes de riz au mois d'octobre dernier, nous fournissons de noix une aide de 1030 tonnes de riz aujourd'hui, ce qui démontrait davantage l'amitié profonde entre le gouvernement et le peuple sino-djiboutien. J'ai appris que le gouvernement djiboutien avait lancé le programme pour promouvoir la solidarité nationale. Je me souviens que la semaine dernière, Excellence Matin, la ministre avait dit prendre soin d'un élément majeur pour la solidarité nationale. Fin de citation. Donc, j'espère que ce don de risque peut
contribuer aux efforts par le gouvernement djiboutien pour promouvoir la solidarité en prenant soin des populations vulnérables. Et voici à présent les propos du ministre des Affaires étrangères lors de la signature de cette convention qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Ce matin, dire quelques mots pour saluer d'abord les relations bilatérales qui existent entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Saluer des relations qui sont basées sur une amitié solide, sur un partenariat équilibré, des relations que nos dirigeants, Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ont bâti sur des bases solides afin que le bénéfice de ces relations bilatérales en revienne à nos deux peuples. Un bénéfice mutuel qui se matérialise à travers la signature d'un don aujourd'hui de 1000 tonnes de riz, qui n'est pas le premier du genre, mais qui est une des phases de ce type de partenariat et de don que la Chine accorde à la République de Djibouti. Je prendrais peut-être toute la journée si je devais citer toutes les réalisations que nous avons accomplies dans le cadre des relations bilatérales entre la Chine et Djibouti, mais il m'est très agréable aujourd'hui d'affirmer avec confiance que c'est un partenariat je dirais d'égal à égal, un partenariat équilibré qui a un seul objectif, celui du bien-être de notre population. Et je crois que nous sommes fiers, en tant que République de Djibouti, d'avoir ce type de partenaire qui est la République populaire de Chine. Et nous souhaitons que ce partenariat puisse se poursuivre dans les années à venir. Et sans transition, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdou, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Al-Youssouf, ont réceptionné aujourd'hui le don de riz du gouvernement de la République populaire de Chine, représenté par l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin. Ce don de 1030 tonnes de riz aujourd'hui est la concrétisation de la relation bilatérale bâtie par la République de Djibouti avec la République populaire de Chine. Cette aide d'urgence donne suite à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh. La République populaire de Chine avait effectué un premier don de denrées alimentaires de 507 tonnes au mois d'octobre dernier. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Amina Ahmed Ouarsama, ainsi que du directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires sociales, M. Ali Abdallah. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a souligné l'arrivée de ce don à point nommé, puisqu'il arrive à la veille du mois béni du Ramadan, période durant laquelle le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité multiplie ses actions pour assurer aux populations djiboutiennes un bon déroulement de ce mois béni du Ramadan. Signature justement de la donation qui a été faite par la République populaire de Chine à la République de Djibouti. La signature a eu lieu donc tout de suite avec mon collègue ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et en présence également de l'ambassadeur de la République populaire de Chine aux Affaires étrangères. On est venu ici dans l'entrepôt où a été livré donc le don de 26 000 sacs de riz. Chaque sac est de 50 kilos, qui représente donc les 1000 tonnes que nous avons reçues. Et ce n'est pas le premier don que la République de Djibouti a reçu de la Chine, c'est vraiment le énième don. Et c'est vrai que c'était suite à l'appel de solidarité nationale que le président de la République avait lancé en 2022, en mars 2022, suite à la sécheresse et suite également à la crise ukrainienne-russe qui a amené une certaine pénurie dans le monde, mais également dans la région et pour Djibouti. La République populaire de Chine n'a pas vraiment ménagé ses efforts et a tout de suite dépêché la première aide l'été dernier. Et celle-ci, elle représente la deuxième aide alimentaire. Vraiment, monsieur l'ambassadeur, soyez remercié de cette donation et soyez également assuré que le plus rapidement possible, ce don va être distribué à la population djiboutienne. D'ailleurs, ce don arrive à point nommé, il arrive à la veille du mois de Ramadan et ce mois dans lequel nous distribuons, la République de Djibouti distribue directement à ses populations des paniers alimentaires, aussi bien dans la capitale que dans les régions. L'année dernière, nous avons atteint 35 000 ménages, 35 000 familles en
pu bénéficier des paniers alimentaires. Cette année également, nous comptons non seulement arriver au chiffre de 35 000, mais également on espère vraiment le dépasser. On reste toujours dans le social où la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Amina Ahmed Oursama, a présidé hier un table ronde sur le sujet des mécanismes formation vocationnelle et d'intégration professionnelle. L'objectif de cette table ronde était d'identifier les défis rencontrés, mais aussi de proposer les modèles d'accompagnement adaptés aux jeunes issus de ces formations pour l'entrée sur le marché du travail. Outre la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, était également présent le directeur général de l'enseignement technique et la formation professionnelle, M. Abdelkader Ahmed, un représentant du programme alimentaire mondial, un représentant de la délégation de l'Union européenne, ainsi que le représentant adjoint du PNUD. Ces activités qui s'inscrivaient dans le programme d'autonomisation, épanouissement et solutions pérennes sociales pour les populations hautes ou les réfugiés et les migrants et les plus vulnérables sur le territoire djiboutien. Solutions pérennes a réuni les acteurs du secteur public, du secteur privé et les organisations internationales actives dans le domaine de la formation professionnelle, l'intégration au marché du travail. Ces rencontres ont été l'occasion pour les partenaires de cette cause d'échanger sur les bonnes expériences pratiques concernant les aspects formation professionnelle d'insertion sur le marché du travail. Le programme d'autonomisation, épanouissement et solutions pérennes sociales pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables sur le territoire djiboutien est mené en partenariat avec le programme alimentaire mondial financé par l'Union européenne sur une durée de 5 ans. Par rapport au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par rapport aux activités réalisées par le ministère des Affaires sociales. Donc pour le niveau de l'autonomisation, nous participons au niveau de la formation des jeunes dans plusieurs filières. Nous avons formé en 2022 150 jeunes dans plusieurs filières et à plusieurs centres de formation. Nous essayons de travailler également avec le ministère des Affaires sociales dans le cadre du choix des filières, dans le cadre des sélections des jeunes pour les différentes formations demandées. Aujourd'hui, par rapport à cet atelier, nous sommes en train de voir quelles sont les difficultés rencontrées dans ce cadre de travail, dans l'autonomisation et la formation professionnelle des familles démunies ainsi que les réfugiés et les personnes en déplacement. Donc pour nous, nous avons parlé des différents freins par rapport à ce que rencontrent les jeunes, mais aussi l'autonomisation dans le cadre de la mise en place des stages pour que ces jeunes puissent être autonomes, trouver un emploi, augmenter le nombre de stages qu'il y a dans les entreprises, mais aussi une autonomisation dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la possibilité que ces jeunes qui ont été formés puissent avoir un prêt et puis créer leur petite entreprise. Eh bien, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales a rappelé la politique du ministère qui a pour mandat la lutte contre la pauvreté, le développement de la solidarité et œuvrer pour le renforcement de l'autonomisation des ménages vulnérables pour assurer une meilleure résilience des populations. Cette table ronde, bien sûr, réunit tous les acteurs autour de la formation professionnelle. Tout simplement, dans le cadre du projet Solutions pérennes, quand on était en train de mobiliser auprès de l'Union européenne avec l'accompagnement du PAM, il fallait trouver des solutions innovantes ou bien une solution durable aussi à toutes les interventions prévues ou financées avec l'Union européenne. Nous avons mis l'accent sur le transfert monétaire, l'appui au niveau de familles, mais nous avons aussi pensé comment on peut aider ces familles à sortir de la vulnérabilité et de la pauvreté. Donc il était aussi important de travailler avec les jeunes déscolarisés issus de ces familles qui sont assistées. On sait très bien que l'assistance a une durée limitée dans le temps, mais il fallait aussi qu'on prépare comment cette population pourrait se prendre en charge, s'autonomiser. Donc, on a dit, on va réfléchir également pour les chefs de ménage, que ce soit la maman ou le papa, comment on peut augmenter leurs revenus, les AGR, activités génératrices de revenus. Et on avait une ligne de financement auprès de la CPEC où on devait subventionner, faciliter l'accès à ces financements pour ces familles. Parallèlement aussi, nous avons développé, initié aussi un projet aussi nouveau au sein du ministère, c'est l'accompagnement de ces jeunes déscolarisés. Sur la base, bien sûr, de ces familles, des listes de ces familles, nous avons sélectionné des jeunes et il y a eu tout un travail de diagnostic pour dire, voilà, il faudrait que vous-même, vous rapportiez également un revenu supplémentaire à la famille. Parce qu'à la base, quand on parle d'une famille pauvre, souvent c'est une seule personne qui travaille. Et s'il y a
un risque, que ce soit un décès, une maladie, toute la famille va sombrer dans la pauvreté. Donc autant donner ou diversifier les sources de revenus pour cette famille. Donc les jeunes, pour nous, est quand même une solution durable pour aider toutes ces familles à se prendre en charge. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, qui a procédé hier au lancement des travaux de viabilisation du lotissement Nagad. Cette cérémonie organisée par la société immobilière et d'aménagement foncière SIAF, acteur principal de l'aménagement foncier et de la promotion immobilière sur le marché national, à qui est confiée la mise en œuvre de ce projet. Cette cérémonie a vu la participation des différents partenaires financiers et institutionnels, des collaborateurs techniques de l'entreprise contractante chargée des travaux JIPFU. Ces travaux viennent de réaffirmer l'engagement du gouvernement à travers le ministère de la Ville à œuvrer pour améliorer le cadre de vie des populations. La politique du logement s'inscrit aujourd'hui dans une ambition renouvelée pour une gestion urbaine mieux maîtrisée. Les équipes de l'entreprise JIPFU, qui est l'entité retenue comme maître d'œuvre chargée de la réalisation de ce projet, sont actuellement à pied d'œuvre pour une livraison de première phase prévue dans 18 mois. Les différents concessionnaires comme l'EDD, l'ONEAD, Djibouti Telecom concernés se sont publiquement engagés à cet effet. La cérémonie a pris fin par le dévoilement du panneau de chantier et le premier coup de pioche symboliquement donné par la ministre de la Ville, Habitat. Ces lotissements accueilleront plus de 3400 ménages, soit 17 000 habitants, seront dotés de diverses infrastructures et commodités selon les normes internationales. La CAC International Bank fait partie des banques qui commencent à financer les projets de l'immobilier ici à Djibouti. Donc c'est une opportunité, une aubaine pour tous les clients de la CAC International Bank ainsi que tous les bénéficiaires de la République de Djibouti également. La BCMR est un partenaire privilégié de la SIAF. Nous accompagnons l'ensemble de leurs projets immobiliers et nous accompagnons aussi l'ensemble des projets immobiliers des Djiboutiens, et notamment dans le cadre de la politique de logement du gouvernement djiboutien. Nous sommes un partenaire de confiance de l'État djiboutien et tous les jours, dans divers projets de l'État, nous sommes à leur disponibilité. Eh bien, la directrice de la SIAF, Mme Haïfa Abdi Ibrahim, a rappelé l'importance de ces travaux qui permettront de produire à Teldi des parcelles aménagées et équipées et surtout de développer une nouvelle zone urbaine. Beaucoup d'enthousiasme que nous avons reçu aujourd'hui, son Excellence la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, pour le démarrage des travaux de viabilisation de la nouvelle cité résidentielle Nagar que nous avons aujourd'hui au sud donc, de Balbala. Donc, cette cité résidentielle est un grand projet qui va abriter plus de 3628 ménages, dont 15 000 habitants, ainsi que la création d'un pôle d'attraction à la fois économique, culturel, aux abords de la ville de Djibouti. Donc cette résidence va abriter, donc elle comprendra des parcelles donc individuelles de 200 à 500 mètres carrés, des parcelles d'habitat collectif et des parcelles à vocation commerciale. Donc il s'agit d'un très grand projet. Cela exactement, donc c'est un projet qui correspond à la vision donc du gouvernement de créer des zones nouvelles d'habitation en dehors de la ville de Djibouti intramuros. Donc nous vous remercions. Nous avons eu donc les banques qui se sont associées à cet événement. C'est très important pour nous parce que les banques vont non seulement vous permettre d'acheter des parcelles viabilisées, mais elles vont aussi, aujourd'hui elles l'ont démontré, elles ont cette volonté de financer la construction des logements à Djibouti
pour vraiment rentrer dans cette idée qu'un logement pour tous et un logement décent pour tous. Eh bien, de son côté, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a indiqué que ces nouveaux lotissements seront au bénéfice des cadres et aux jeunes Djiboutiens afin de leur permettre d'accès à des logements décents. Écoutons-la. Oui, parce que nous avons procédé au lancement des travaux de viabilisation d'un nouveau pôle urbain qui est donc les 100 hectares qui ont été dédiés à la société immobilière et que la société immobilière va développer dans 18 mois, dans un intervalle de 18 mois. C'est un pôle urbain qui va compléter tout le quartier de Belbela Sud, qui commence à Nassib, qui comprend aussi les 100 hectares que la RELOS viabilise, où il y a des parcelles aussi qui ont été mises en vente, et les 160 hectares qui ont été déjà viabilisés. Donc ça, c'est la dernière partie de ce pôle urbain, de ce nouveau pôle urbain. Et ce genre de travaux témoigne de la vision que nous avons de Djibouti-Ville, d'avoir une ville moderne, une ville où les quartiers comportent tous les services requis, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les routes, mais aussi les équipements commerciaux, les équipements de loisirs, tout ce dont un fonctionnement d'un nouveau pôle urbain doit comprendre. Et je suis particulièrement heureuse. Les parcelles qui sont prévues dans cette nouvelle zone sont de 200 à 500 mètres carrés. Ils sont essentiellement destinés aux cadres et aux jeunes djiboutiens. Et je les invite à profiter de cette opération parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir. Et je pense que nous pourrons mettre un terme à ces problématiques que les jeunes ont d'avoir accès à un logement décent. Les banques aussi sont avec nous et les banques sont là pour aussi prendre le relais et financer les particuliers pour qu'ils puissent construire les maisons des particuliers qui ont acquis des parcelles dans cette zone-là. Direction la Suisse, où une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par le président de cette institution, M. Ali Soubani Atea, a pris part aux travaux de la 52e session de l'Assemblée générale de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, qui ont débuté hier, passé à Genève. À l'occasion était pour le chef de cette délégation djiboutienne d'évoquer au cours de cette assemblée la conformité des actions de son institution aux principes de Paris des Nations Unies en vue d'obtenir l'accréditation de la CNDH à Djibouti. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Soubani Atea, accompagné du secrétaire général de son institution, M. Djibril Ousmane Oufane, et du juriste Ismail Hamid Elmi, et du commissaire Mohamed Ibrahim Hassan, plusieurs points parmi lesquels les droits de personnes handicapées, les droits culturels, la violence contre les enfants enrôlant des enfants dans les conflits armés et l'accès aux vaccins contre la maladie du Covid-19 figurait dans l'agenda de cette 52e session de l'Assemblée générale de l'Alliance mondiale de l'Institution nationale des droits de l'homme, qui a réuni à Genève des délégations de plus de 130 institutions du monde, dont celle de 120 membres du GANRI. Au cours de la cérémonie inaugurale, ces colloques des institutions de droits de l'homme, le président de la CNDH de Djibouti, Ali Soubani Atea, a dans une intervention prononcée à cette occasion, mis l'accent sur l'avancée remarquable réalisée par la République de Djibouti, aussi bien dans le domaine des droits des personnes handicapées que ceux accès à la protection de la femme, des enfants et des réfugiés. Retour à Djibouti, où l'INFD, en collaboration au service de l'enseignement de base du ministère de l'Éducation nationale, ont organisé ce matin une cérémonie de fête de la lecture à l'école de Belbela Neuf. Et c'est dans le cadre du projet de renforcement de la lecture de l'enseignement de base sous son acronyme DEGRA. Le projet DEGRA vise à améliorer les performances des élèves en lecture dans l'enseignement de base de première à 5e année. Dans le pays, DEGRA travaille avec le MENFOP pour la conception d'un programme de communication pour le changement social et comportemental, comprenant des outils, du matériel et autres ressources qui peuvent être utilisées par le APE, les CGE, pour mettre en œuvre des activités de sensibilisation et enrichissement des lectures. Cet événement a vu la participation du représentant de l'UNFD chargé de l'alphabétisation des adultes, le chef des services de l'enseignement de base, Adil Mohamed, l'inspecteur de la circonscription de 4A, les directeurs des écoles et représentants des 360 projets DEGRA, les enseignants, les parents d'élèves. Les élèves ont fait une animation remarquable avec des théâtres et poèmes dans la salle. Les officiels ont remis des cartables scolaires avec les élèves des différentes écoles de primaire. Enfin, la cérémonie de fête de lecture s'est achevée par une photo de famille avec l'ensemble des officiers et des parents d'élèves. Des écoles de Djibouti 4A, il s'agit de 4 écoles. Donc, pour offrir aux enfants une occasion de s'exprimer, une occasion de lire, une occasion de s'épanouir. J'exprime mes remerciements en premier lieu au chef de service de l'enseignement de base,
au projet des grammes, M. Ismaël et l'INFD. Et vraiment, je suis très fier de l'organisation de la journée. Je remercie les élèves qui ont vraiment joué leur rôle très bien. Et l'apprentissage de la lecture est un point clé. Donc, je demande aux parents, aux enseignants aussi, de donner le plus de considération possible dans l'apprentissage de la lecture et développer avec les parents d'élèves des initiatives de lecture extrascolaire qui pourraient aider les enfants à lire et apprendre à lire. C'est un point vraiment essentiel. Donc, chers parents, je vous demande et je demande à tout et à chacun de travailler avec les enfants à la maison. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions du responsable de l'UNFD, M. Abdullah Omar. Aux enfants des différentes écoles qui viennent de montrer la place essentielle à laquelle il faut réserver la lecture. La lecture, c'est en sorte la vie. Et vous voyez bien, les enfants l'ont bien exprimé. Celui qui n'arrive pas à lire retombe dans l'ignorance et dans l'obscurité. On voit des enfants qui pétillent d'intelligence, on voit à travers eux toute l'importance de la lecture. Et donc, ils sont en train d'envoyer un message à tous les enseignants que nous sommes, aux directeurs d'école, aux jeunes enseignants qui viennent rentrer dans la carrière, comme aux plus vieux, et ils nous demandent, s'il vous plaît, faites-nous lire. C'est une mission à la fois essentielle et plus qu'importante parce que leur avenir dépend de la lecture. Un enfant qui ne sait pas lire ne peut plus avancer. Je suis très ému d'être parmi vous aujourd'hui parce que je suis vraiment touché par tous ces résultats des enfants. Donc, à voir ces enfants s'exprimer d'une façon aussi claire, d'une façon un peu s'exprimer sur la lecture. Et là, ça prouve aussi que derrière, les enseignants ont travaillé. La lecture, c'est l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture, c'est la culture générale de la personne. Commençons déjà à bas âge et puis jusqu'à l'âge adulte, Inch'Allah. Sur ce, je dis toutes mes félicitations et bonne continuation à toute l'équipe et à tout le monde. On reste dans le domaine éducatif où, dans le cadre des activités de la Fête de la lecture édition 2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui une visite guidée des élèves à bord du navire appelé Logos Hop, qui avait fait son escale jeudi dernier au port de Djibouti. Plus de 600 élèves de l'enseignement de base, moyen et secondaire des établissements scolaires, publics et privés de la capitale, sous la supervision des directeurs des l'enseignement, ont été invités à visiter la plus grande bibliothèque flottante qui fait le tour du monde. Accueillis à bord avec le sourire par les membres de l'équipage, les élèves ont pu assister à une séance de vidéo pour nous guider et donner des indications. Puis, nos écoliers ont visité le premier étage du navire en plusieurs parties. La réception, la bibliothèque, l'affichage, la salle de jeu et la cafétéria. Souriants, curieux et attentifs, ils ont passé une matinée à la bibliothèque Logos Hop où les élèves ont pu découvrir de nombreux livres de différents départements sur des sujets variés, du développement personnel aux livres de sport et de loisirs en passant par des livres pour enfants, sciences, histoire ou cuisine. Les élèves et professeurs accompagnateurs ont eu l'occasion de profiter des activités de cette matinée, lecture, vente de livres, papeterie et souvenirs, détente. Après 4 ans de navigation dans les eaux asiatiques, Logos Hop a entamé une mission de 10 ans en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, avec pour devise « Le livre ne vont pas en mer, mais les mers apportent les livres ». Aujourd'hui, on a eu l'occasion avec tous nos élèves du collège de les emmener dans ce magnifique bateau où on a découvert une librairie fantastique, un joli petit restaurant et un petit café. Et on a fait le tour du bateau et les enfants ont découvert un nouveau monde. Machallah, c'était un très bel événement et on aimerait bien qu'il y en ait plus comme ça, Inch'Allah, dans l'avenir. Aujourd'hui, on a fait un peu visite sur le navire flottant qui s'appelle Logos Hop. Je suis très contente de voir ce bateau. Ce bateau est très magnifique. J'ai vu beaucoup de gens qui parlent italien, anglais et français. J'ai vu beaucoup de livres, comme le livre de le 7 soldats, comme on fait le keg. Et dans la page culture,
Toujours dans le domaine du bateau, des jeunes issus des régions d'Ali Sebier et Tadjoura ont pu visiter aussi le Logos Hop, la plus grande bibliothèque librairie flottante faisant escale à Djibouti jusqu'au 16 mars, autrement dit demain. C'est la 3e visite organisée à bord du Logos Hop en faveur des centres de développement communautaire des régions de l'intérieur. Accompagnés des responsables de leurs centres de développement communautaire respectifs, les jeunes ont pu ainsi profiter de ces voyages d'exploration, livres, un objectif. À la clé, c'est lui de permettre à ces étudiants de rentrer en immersion dans le monde du livre et quelle est belle façon de diffuser le savoir et la connaissance. À son bord, quelques 5000 livres sur une variété des sujets de développement personnel, sport, loisirs, livres jeunesse, sciences, histoire et cuisine, religion au prix les plus abordables possibles. Ils ont pu ainsi découvrir la librairie, faire des achats et venir à la rencontre de l'équipage composé de plus de 60 nationalités du monde. Le Logos Hop, ce ferry converti en foire du livre flottant, parcourt les mers de la planète pour donner une présence au livre là où il reste difficile d'accès, qui il est arrivé, rappelons-le, à Djibouti il y a quelques jours. On est venu ici aujourd'hui pour découvrir cette grande navire. Et on a eu l'occasion d'en profiter et de découvrir plusieurs choses, plusieurs cultures des nations. En fait, dans ce navire, il y a y compris les restaurants, les livres flottants. Fait divers pour clore l'actualité nationale, c'est une nouvelle qui défraie la chronique. Un individu particulièrement dangereux a ôté volontairement la vie à son propre oncle dans le quartier d'Ambouli lundi dernier. En effet, il était 17h quand tout cela a commencé, lorsque l'auteur présumé s'est saisi d'un couteau avant de grimper sur la terrasse d'un immeuble de 4 étages en vue de se suicider. Les riverains ont tenté d'empêcher l'individu de sauter, puis ont fait appel à son oncle pour tenter de le raisonner. C'est à la vue de son oncle que l'auteur présumé poignarde à plusieurs reprises sa victime, puis se retranche dans le cimetière d'Ambouli. Dès l'alerte reçue, plusieurs unités de la gendarmerie ont été mobilisées pour encercler les cimetières d'Ambouli en vue d'empêcher le criminel présumé de quitter ces lieux, car il se trouvait en ce moment armé et dangereux. Cette opération a payé ses fruits en permettant de démasquer l'auteur retranché qui tente de prendre la fuite. Il sera rattrapé quelques minutes plus tard alors qu'il tentait d'accéder au domicile d'un autre membre de sa famille en vue d'attenter plutôt à sa vie. Les techniciens en identification criminelle ont de leur côté investi la scène du crime dans le dessein de recueillir les traces et indices pouvant servir à la manifestation de la vérité. Ils ont par la suite, ailleurs, saisi l'arme du crime jetée dans le cimetière, ainsi que les habits ensanglantés dissimulés par l'auteur présumé de ces crimes odieux. L'enquête étant confiée à la section de recherche et de documentation, l'auteur présumé a été placé en garde à vue. À l'issue des investigations effectuées, il sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Eh bien, pour plus de précisions sur cet acte odieux, écoutons un extrait du lieutenant. 2023, vers 17h, un citoyen fait appel au 116 gendarmerie en vue de signaler des faits d'homicide volontaire qui venaient de se dérouler dans les quartiers d'Ambouli. En effet, un individu de sexe masculin, sous influence des produits stupéfiants et muni d'une arme blanche, monte dans un premier temps dans un immeuble de 4 étages pour se donner volontairement la mort. Le riverain intervient pour l'en empêcher avant de faire appel à un membre de sa famille. C'est à ce moment-là que l'auteur présumé sort son arme blanche et poignarde à plusieurs reprises sa victime avant de se retrancher dans les cimetières d'Ambouli. La victime, qui a été aussitôt évacuée par la famille vers les urgences de l'hôpital général Pelletier, succombera de suite de ses blessures sur le chemin de l'hôpital. De l'alerte donnée, et vu la gravité de la situation, les gendarmes des unités judiciaires de la capitale, appuyés par leurs collègues de la gendarmerie mobile, investissent aussitôt les lieux, et c'est malgré la tombée de la nuit. Au même moment, le technicien en identification criminelle ont entamé les constatations sur la scène du crime en vue de recueillir les traces et indices pouvant servir à la manifestation de la vérité. Cette opération d'envergure a porté ses fruits en forçant les mises en cause retranchées à sortir de sa cachette. Il tente de se rendre chez un autre membre de la famille dans le dessein d'attenter également à sa vie, mais il est empêché de justesse.
Une course et poursuite s'engage et mise en cause a été finalement maîtrisée par les gendarmes. Tôt la matinée du 14 mars 2023, un ratissage a été effectué dans les cimetières d'Ambouli où l'arme du crime ainsi que les habits ensanglantés de l'auteur présumé ont été retrouvés. Placé en garde à vue, le mis en cause sera déféré devant la justice à l'issue de l'enquête ouverte en flagrance par les enquêteurs de la SRD pour les chefs de meurtre et tentatives de meurtre. Régional présent, direction la Somalie, où dans le cadre de l'amélioration du système de l'éducation en Somalie, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a présidé une importante conférence afin de rehausser l'éducation en Somalie. Dans le programme l'amélioration de l'éducation, c'est sous la présidence du président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, et en présence de nombreux officiels et professionnels et académiciens et partenaires qui s'est ouvert cette conférence qui s'étalera durant 5 jours. Lors de la conférence, l'accent a été mis sur cette priorité pour améliorer l'éducation en premier, revoir la vision conformément à l'intérêt public de la Somalie et aussi évaluer les obstacles, inventer des théories pour la diffusion d'une éducation de qualité en Somalie. L'amélioration du système de l'éducation en Somalie nécessite de relever les défis en proposant des recommandations et mener des consultations pour financer l'éducation en Somalie. L'autre grand défi à relever, c'est l'amélioration de l'accès à l'école de tous les enfants en Somalie. Par ailleurs, la nécessité d'un programme éducatif adapté et de haut niveau est vitale pour assurer une éducation de qualité en Somalie, où le président Hassan Sheikh Mohamud a annoncé que le gouvernement somalien avait un plan pour la mise en œuvre de la diffusion des services d'éducation de qualité pour assurer un programme scolaire national pour les enfants somaliens. Le président Hassan Sheikh Mohamud a déclaré que les opportunités éducatives offertes aux jeunes somaliens sont très faibles et ce qui constitue un obstacle à la construction d'un avenir meilleur et à sa réalisation. Les objectifs de développement du pays demandent aux universitaires et aux expatriés et au personnel éducatif du pays de contribuer à la mise en œuvre des résultats éducatifs au profit de la jeune génération afin d'assurer la stabilité politique, le développement économique et la prospérité généralisée en Somalie. Cette réunion pour discuter de l'avenir de l'éducation en Somalie est importante pour que le pays se remette des dommages qui l'ont touché de toutes parts et que cette réunion se poursuive pendant plusieurs jours, a déclaré le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Et dans l'actualité internationale, la FIFA a tranché la phase de poule du Mondial 2026 de football. Les premières à 48 équipes se disputeront finalement en 12 groupes de 4 sections. A tranché la phase de la Coupe du Monde de 2026 de football. Le premier à 48 équipes se disputera finalement en 12 groupes des 4 sélections, a annoncé ce mardi le Conseil de la FIFA. Le Conseil de la FIFA a approuvé à l'unanimité l'amendement visant à s'accorder sur un format des 48 équipes réparties en 12 groupes des 4 et non plus en 3 groupes des 16, a fait savoir l'instance depuis Kigali au Rwanda. Cette décision, qui limite le risque de collision et garantit à toutes les équipes de jouer au moins 3 matchs, fera bondir le nombre de rencontres du tournoi le plus populaire au monde de 64 à 104 de l'édition partagée entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Dans le détail, la bascule à 12 groupes des 4 qui va permettre aux 2 premiers de chaque groupe d'accéder au 16e de finale. Comme d'habitude, mais les 8 meilleurs 3e de chaque poule pourront désormais s'offrir un ticket pour le phase finale. Dans la même journée, le roi du Maroc a annoncé que son pays se joignait à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 qui marquera le centenaire de la plus populaire des compétitions sportives. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.